Salut à tous, bienvenue sur beIN Sport pour ce salon VIP exceptionnel. En ce vendredi, on est ravis avec Clara d'accueillir le seul Français champion du monde de Formule 1. Il l'a été 4 fois. Alain Prost est notre invité exceptionnel. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Ah, quel plaisir de vous avoir enfin sur ce plateau. On va parler de vous, beaucoup. Alors je sais que vous êtes discret, mais là on va tout savoir. On va essayer. Ça fait peur, déjà, les petites infos du jour, je les ai prises autour de votre univers. Est-ce que vous êtes déjà monté en voiture avec Lewis Hamilton? Avec Lewis, peut-être à plusieurs, mais en tout cas, à deux comme ça, non. Pas vraiment. Ça arrivait à Brad Pitt, qui n'a que très moyennement apprécié l'expérience. Il a eu très très peur. Il a demandé à sortir de la voiture. Il sera prochainement à l'affiche du film F1. C'est prévu pour le mois de juin. Et avant le tournage, il a fait donc un tour de circuit avec le septuple champion du monde à Los Angeles, Lewis Hamilton, qui est également producteur de cette fiction avec Brad Pitt. Est-ce que c'est facile pour vous, Alain, de monter à côté de quelqu'un d'autre et de le laisser conduire? Ah non, moi j'aime pas du tout. J'ai jamais aimé. J'ai même eu des expériences, par exemple, avec une voiture de rallye, à côté d'un rallyman. Ouais. C'est épouvantable. Voilà. Mais globalement, moi, j'aime pas trop quand on me conduit. Je préfère prendre le volant. Et si quelqu'un que je vois ne pas conduire super bien, veut m'impressionner ou veut aller vite, alors là, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà. Lewis Hamilton, est-ce que c'est le meilleur pilote de sa génération ? Moi, je ne réponds jamais. Très souvent, chaque année, on vous demande, il faut donner les numéros 1, numéro 2, numéro 3. Depuis toujours, moi, j'ai jamais pu faire ça parce que je pense que c'est totalement subjectif. Alors, c'est sûr que on peut prendre 4-5 pilotes de chaque génération qui dominent, peut-être après un ou deux. Mais alors, de dire, par exemple, c'est le meilleur pilote de tous les temps, etc., moi, je ne rentre jamais là-dedans parce que est-ce qu'un Fangio pourrait conduire les voitures, ou même moi, les voitures d'aujourd'hui, est-ce qu'il serait aussi bon ou moins bon? Est-ce qu'un Max ou Lewis, à notre époque, aurait été aussi performant? Parce qu'on ne demandait pas la même chose aux pilotes, c'est sûr, notamment sur la mise au point, sur les réglages. Ils ne font pas trop aujourd'hui, c'est les ingénieurs qui font ça. Mais en tout cas, Lewis, bien entendu, Lewis, Max, Michael, tout ça, c'est des... Sur la génération, je mettrais 3-4 pilotes. Lewis est certainement, en tout cas, le plus iconique. Donc dans les 3-4, il y a Max Verstappen, oui, Lewis Hamilton. Oui, il y a Fernando, il y a Charles qui est très monté. Voilà, bien sûr. Donc après, vous savez, c'est entre gagner une course, gagner un championnat et puis durer, c'est-à-dire être toujours performant chaque année, comme l'a fait Lewis, par exemple. Même s'il a dominé, alors tout le monde dit oui, mais il n'y avait pas assez de compétiteurs. C'est malheureusement le cycle de la F1. Il y a des moments où on s'est trouvé avec 4-5 champions du monde en même temps, en se bagarrant comme des fous. Là, Michael ou Lewis ont eu un peu moins de compétition pendant 1 année, 2 années, 3 années, mais c'est pas pour ça qu'ils sont moins bons. Et Lewis a été... on se rappelle la carrière de Lewis, notamment au début, quand il est arrivé du GP2 pour arriver en F1, c'est totalement exceptionnel. Si vous étiez pilote aujourd'hui, est-ce que vous feriez partie des meilleurs? Moi, je me pose souvent la question parce que il y a... Alors, côté pilote, c'est-à-dire l'habilité à conduire une voiture, d'aller vite, etc., c'est une chose. Après, nous, on était des pilotes... Les meilleurs étaient des pilotes assez complets. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout ce que l'on voit aujourd'hui, ce qu'on appelle les data. C'est-à-dire toutes les informations autour des voitures. Aujourd'hui, les ingénieurs savent ce qui se passe au niveau de la voiture, au niveau de l'aéro, au niveau des freins, au niveau des pneus, au niveau de... Et le pilote, lui, il ne sait rien. C'est-à-dire qu'on lui donne des infos. Nous, c'était totalement l'inverse. C'est-à-dire que les ingénieurs n'avaient pratiquement rien. Juste ce qu'on appelait la télémétrie basique de la vitesse dans les courbes, qu'on regardait après, on pouvait comparer avec le coéquipier notamment. Et toutes les informations, c'est nous qui les donnions. On faisait même les essais d'endurance des moteurs. C'est-à-dire souvent, on faisait les essais en essai libre pour la performance le matin, on changeait de moteur, on faisait l'endurance l'après-midi. Et donc, on nous demandait des choses qui étaient différentes d'aujourd'hui. C'est un autre métier, finalement. Voilà, c'est totalement un autre métier. Moi,
Bon, dans les dernières années, que ce soit avec Renault ou avec Alpine, j'avais la possibilité d'écouter tout ce qui se disait à la radio, parce que c'est ça où on a les informations, notamment des ingénieurs. Donc vous avez à peu près 80 personnes sur place. Vous avez la relation avec les motoristes qui sont, à l'époque de Renault, à Viry-Châtillon. Le châssis, c'est à Enston. Et les gens donnent des informations. Et vous avez très souvent des conseils de gens qui sont à 8000 km de là, qui vous disent, vous devriez faire ci, faire ça. Et la communication, elle va après aux pilotes. Et aux pilotes, on leur dit, voilà, il faut ci, ça. Et c'est pas eux qui dominent complètement l'intérieur. Donc, est-ce que j'aurais aimé, surtout, c'est même pas d'être bon ou pas, est-ce que j'aurais aimé faire ça? Je sais pas, j'en sais rien. Après, un super pilote, normalement, s'adapte quand même aux réglementations. Mais j'en sais rien. Voilà, est-ce que vous aimez en tout cas ce casque de ski que je vais vous montrer sur les images? Ce sera juste en face de vous. Regardez, c'est celui du slalomeur français, Steven Amiez. Casque tricolore similaire à celui que vous aviez. Un joli hommage. Oui. Vous l'aviez vu cette image? Alors je l'ai vu, c'est mon fils qui me l'a envoyé parce qu'ils se suivent, ils sont assez copains. Et bien entendu, après, bon, j'ai communiqué, on s'est fait un petit message parce que bon, c'est une référence que je trouve hyper sympathique, parce que là, il y a, quand même être honnête, il y a plusieurs générations d'écart. Donc, j'ai surtout croisé les doigts pour lui porter chance avec ces couleurs-là. Mais non, voilà, c'est un clin d'œil qui m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Et puis dans l'actualité de la Formule 1, Eddie Jordan, l'ancien patron de l'écurie de F1, est décédé ce jeudi des suites d'un cancer de la prostate. Il avait dit de vous que vous étiez le meilleur de tous. Vous le connaissiez bien. Qu'est-ce que vous avez envie de garder? Bon, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 3 semaines. Bon, il se battait. Bon, c'est un vrai battant, c'est un vrai Anglais. C'est Eddie, j'ai couru avec lui en Formule 3. Une saison. Et puis après, on est toujours resté très proches, puisqu'on a été directeur d'écurie en même temps, dans les années 97 à 2001 pour moi. Et on a toujours été en relation. Moi, j'allais le voir à Monaco, on se voyait régulièrement. C'est un ami, quoi. C'est vraiment un très bon copain. Et c'est triste parce que c'est un personnage de la F1, un personnage du paddock. Il a amené énormément de pilotes en F1. Michael de jeunes pilotes, Schumacher, Frenzen, Brundle, Jean Alesi, j'en passe. Et puis il a été manager, directeur d'équipe, travaillé à la télé. C'est lui qui a négocié le contrat d'Adrian Newey chez Aston Martin, même en étant fatigué un petit peu, il n'était pas très bien. C'est un personnage incroyable, joueur passionné de musique, de batterie, etc. Et surtout, tellement bon vivant, tellement sympa. Donc c'est des personnages comme ça que l'on perd, des caractères. C'est très triste. Avant de passer à toute votre carrière, petit résumé de ce que vous avez pu faire tout au long de ces années dans la rétro de Benjamin Bonnet. Alain, bonjour, quelle joie de vous recevoir. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un quadruple champion du monde. Alors tout commence le 24 février 1955, où vous avez vu le jour, tel le démarrage d'un bolide qui s'engage sur les circuits de la vie. C'est grand. Autant que l'admiration et l'amour que vous portez à votre grand-mère arménienne qui a survécu au génocide. Il est étonnant d'apprendre que durant votre petite enfance, vous ne vous rêviez pas pilote. Non, vous auriez souhaité être prof de gym. Bonjour les amis, allez, c'est parti. Ou footballeur professionnel. Il fallut attendre à l'année 1969 pour faire un tête-à-queue au destin et goûter à l'asphalte pour la première fois grâce à votre frère. Ça sera en karting, avec le bras plâtré, que vous remporterez votre première course improvisée. Le contact du volant sur les mains, les pieds sur les pédales, votre chevelure imposante contenue dans un casque, mais c'est une évidence. C'est le coup de foudre. Vous voulez recommencer encore et encore jusqu'à devenir champion d'Europe et de France junior en 1973, ainsi que vainqueur du championnat de France senior en 1974. Un an plus tard, vous êtes lauréat, parce que vous le valez bien, du volant Elf en Formule Renault, vous roulez sur tout le monde et remportez les championnats d'Europe en 1977. Allez, après vous roulez sur la Formule 3 en gagnant les championnats de France et d'Europe, mais surtout en remportant le Grand Prix de Monaco qui vous propulsera vers la Formule 1.
Fin année 79, un tour de piste lors d'un test comparatif avec une McLaren subjuguera le directeur de l'écurie et en 1980, vous voilà au volant de votre première Formule 1 et dire qu'au début vous vouliez faire Stops. Ainsi fond, 2 saisons et puis s'en va chez Renault en 1981 et vous remportez votre premier Grand Prix à Dijon-Prenois. Votre expérience dans cette écurie durera 3 saisons, fort de 9 victoires, 17 podiums et d'une place de vice-champion du monde. Et coucou, qui revoilà chez McLaren, c'est le Prost en 1984. Et un an plus tard, vous êtes champion du monde. En 1986, vous êtes encore champion du monde. En 1989, encore et toujours champion du monde. Mais la tension avec Ayrton Senna, votre coéquipier, est si forte qu'on pourrait coucher avec. Vous claquerez la porte de chez McLaren pour ouvrir celle de Ferrari en 1990. Une place de vice-champion du monde, une rencontre avec un coéquipier Jean Alesi qui deviendra un ami, une critique comparant la voiture à un camion, ciao l'écurie rouge, une petite pause d'un an et coucou Williams Renault en 1993 avec lequel vous remporterez votre 4e et dernier championnat du monde. On ne vous verra plus sur les Grands Prix. Enfin si, mais comme consultant McLaren, consultant à la télé, et même en 1997, vous réalisez un vieux rêve en rachetant l'écurie Ligier qui deviendra Prost Grand Prix. Bon, on ne parlera pas de la suite et partons directement en 2004 où vous reprenez un volant, mais cette fois-ci au trophée Andros que vous remporterez 3 fois et que vous lâcherez en 2012. Voilà, c'est fini. Plus de courses, mais vous n'êtes jamais loin des circuits. Consultant radio, télé, championnat de Formule E, ambassadeur et conseiller Renault F1. Alors, si votre carrière commençait aujourd'hui et que tel le génie de la lampe, je vous donne la possibilité de choisir un baquet, chez qui le prendriez-vous ? Chez quelle écurie vous iriez si vous pouviez être pilote aujourd'hui? Ah, dans l'écurie actuelle? Ouais. Je pense que peut-être Ferrari. Ah. Ouais, je pense que peut-être Ferrari parce que c'est... Enfin, ou McLaren. McLaren, c'est un peu ma famille. Mais j'aime bien j'aurais bien aimé le challenge Ferrari de les... Un peu comme j'ai fait en 90 d'ailleurs, mais de les aider à revenir au top. Et durant votre carrière, il y a une écurie, vous auriez aimé qu'elle vous appelle? On cherchait pas tout à fait peut-être les mêmes choses. Et des écuries compétitives, à l'époque, il n'y en avait peut-être pas autant. Ouais, voilà. Ouais. Donc, et vous les avez faites? Je les ai faites, voilà, exactement. Le sport, j'adore. J'adore. Pour commencer, j'ai pas envie de parler de Formule 1 parce que vous, votre sport, le premier sport, Alain, c'est pas du tout la Formule 1, c'est pas du tout la voiture, c'est le football. Vous pensez que vous auriez pu faire une carrière aussi belle en foot que celle que vous avez accomplie en Formule 1? Ça aussi, c'est des questions qu'on peut se poser même encore maintenant et on ne peut pas avoir de réponse. Alors moi j'ai commencé à l'école du foot, enfin ce qu'on appelait l'école du foot à l'époque à Saint-Chamond, j'avais 8 ans. Et j'étais passionné par le foot, mais j'étais passionné par le sport. Et entre 8 ans, on va dire, et 14 ans, je joue au foot, bien sûr, tous les entraînements, tous les week-ends. Je faisais des footings tout seul, je faisais de l'athlétisme, je faisais même de la poutre, je faisais plein de choses différentes, des crosses, on appelait les crosses, j'adorais ça. Je me suis abîmé un peu le genou à un cross et puis je suis tombé de la poutre et c'est là où je me suis cassé le poignet et c'est là où j'ai commencé à faire la première fois du karting. Et en ce qui concerne le foot, j'avais fait le concours du jeune footballeur, j'avais terminé 2e ou 3e. Derrière, je crois, Rob Perrault. Rob Perrault, c'était il était devenu professionnel. Et à l'époque où j'aurais pu être stagiaire à Saint-Étienne, c'était l'année où il y a eu Dominique Rocheteau et Rob Perrault, et tous au même poste, c'est-à-dire ailier droit. Donc bon, j'ai pas pu parce que j'avais le bras dans le plâtre. C'était un drame pour vous à ce moment-là? Ah, c'était un vrai drame. Enfin, vraiment, c'était une douleur incroyable parce que raté finalement, de coche, ça vous a amené ailleurs. Ça m'a amené indirectement au karting grâce à mon frère. Donc oui, pour répondre à la question, on n'est jamais sûr de rien. La taille était pas vraiment un problème à l'époque. Bon, il y avait des footballeurs de petite taille comme Alain Giresse, comme d'autres. Donc surtout ailier droit, j'étais très rapide. Je faisais de l'athlétisme, je faisais du 50 mètres, 80 mètres. Enfin, j'étais très, très vite, mais on ne sait jamais, c'est impossible. Donc vous optez pour le karting et les sports auto. C'est un sport qui coûte très cher. Vous avez réussi en vous débrouillant.
Oui. Mais c'est encore possible aujourd'hui de réussir si on n'a pas d'argent dans ce sport-là? Si c'était aujourd'hui de refaire la même histoire, mais il n'y a même pas une chance sur... c'est impossible. Impossible. C'est totalement impossible. D'ailleurs, je pense qu'à peut-être même à quelques années près, ça n'aurait pas été possible. Est-ce que c'est cette difficulté à accéder à ce sport élitiste qui a fait de vous peut-être un pilote différent des autres? Alors, ce qui a été très différent, je pense, des autres, que ce soit à l'époque et même encore aujourd'hui, c'est que, d'abord, il a fallu se débrouiller. J'avais mon côté un peu curieux et passionné par tout ce que je ne connaissais pas, en fin de compte. Donc, quand j'ai été représentant du matériel pour la région Rhône-Alpes, j'ai dit, bon, il faut que j'apprenne comment marche un châssis, comment ça fonctionne, un moteur. J'ai appris à préparer les moteurs. Je venais en stop des moments au Chênay, à côté de Versailles, pour apprendre à préparer les moteurs. En 1974, quand je suis champion de France, c'est avec un moteur préparé par moi-même. Alors, ce n'était pas des grosses trucs, mais j'ai appris vraiment. Et après, ça m'a inculqué cet esprit de connaître et d'avoir... Vous voyez, quand je parle que ce soit du karting ou de la voiture, je fais toujours ça avec le volant parce que je fais corps avec la voiture. Je sais comment elle marche. Et la F1, c'est toujours été ça. Quand j'ai fait de la Formule Renault, le volant Elf en 75, le jour même, la personne qui représentait Elf à l'époque me dit « Bon, maintenant, on va te trouver une écurie ». Et je lui dis non, je ne sais même pas d'ailleurs comment j'ai pu dire ça à l'époque. Je dis non, je sais pas ça que je veux. Je voudrais que vous me donniez le budget, je gère le budget, et moi je fais mon écurie. Et ils ont réfléchi pendant 2-3 jours, ils m'ont dit ok, c'est une responsabilité, pas de problème. Mais par contre, si tu ne gagnes pas le championnat, tu n'auras pas de budget pour l'année prochaine. Je dis ok. Vous aviez l'obligation de gagner. Et j'ai fait ça, j'ai fait ça en Formule Renault, en Formule Renault Europe, au début de la Formule 3. En fin de compte, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? De me rapprocher de Tico Martini, qui était le fabricant des châssis. Et je me suis installé à Magny-Cours, dans une caravane, et j'ai appris comment marchait la voiture. Donc, si j'apprends comment elle marche, comment elle fonctionne, comment elle a été construite, je sais comment la régler. Et je faisais des choses... Je suis toujours parti du principe qu'il y a, surtout dans une formule monotype, soit vous partez du principe que vous êtes le meilleur, et que vous avez le meilleur coup de volant, et c'est comme ça que vous allez gagner, soit vous vous dites, bon, il y en a peut-être un aussi bon que moi, il faut que je trouve aussi tous les autres aspects pour pouvoir être devant. Et ça, j'en ai pas vu beaucoup comme ça, c'est vrai. Quand vous étiez pilote, on a assisté à de nombreux accidents tragiques. Il y a eu Gilles Villeneuve, Riccardo Paletti qui ont perdu la vie, Didier Pironi qui s'est encastré en 82. Est-ce que ça a changé, vous, votre manière de piloter? Est-ce que quand vous avez commencé, vous auriez été prêt à tout, finalement, sur un circuit pour le gagner? Et est-ce qu'au fur et à mesure de ces accidents-là, vous vous êtes dit, je suis peut-être pas prêt à tout risquer? Alors, il y a eu plusieurs étapes, mais ça, c'est les étapes du début des années 80 a complètement conditionné ma manière de voir les choses, ça c'est sûr. Alors, la première étape, c'est que je me casse le scaphoïde en la deuxième course en 1980. Et là, je me dis, bon, en fin de compte, on peut se faire mal quand même, malgré tout, même si c'était un retour de volant sur une... Bon, mais c'était comme ça. Je vois en même temps les accidents de Marc Surer qui se brise les jambes, enfin bon... Il y a énormément d'accidents. Je commente, quand je me casse le poignet, je commente le Grand Prix de Long Beach avec Bernard Giroux, le pauvre, à l'époque. Et il y a l'accident de Claire Gazzoni. Donc moi, je suis très proche d'Elio De Angelis, qui était un pilote italien avec qui je courais en karting. On va voir Clay le soir à l'hôpital. On ne savait pas trop ce qui s'était passé. Et là, je vois Clay sur le ventre, sur une table, machin, bon, il est paralysé. Et là, vous commencez c'est incroyable parce que c'est une sorte de process. Moi, j'ai mon frère qui est très malade à la maison, mes parents qui sont un peu en panique. Et puis là, pendant des années, il se passe... Patrick Depailler décède, se tue dans un accident à Hockenheim le jour où je me marie. Il y a plein de trucs qui, vous savez, le bonheur, le malheur, c'était quand même... Puis l'accident qu'on a vu là, en 82 avec Didier, sous la pluie, ça c'est avec moi. Donc il m'a entré dedans dans le... Moi je faisais mon tour de sortie, lui il avait fait plusieurs tours. Là, il y a une voiture, c'est le Derek Daly qui s'est décalé sur la ligne droite. Et avec le spray de l'eau, il n'a pas vu. Quand il a vu la voiture se décaler, il a pensé qu'il n'y avait personne. Moi, j'étais là. Bon.
Et en réalité, ça a été un choc. En plus, on était très proches avec Didier. On revenait de Saint-Tropez, on était venus à la course ensemble. On avait passé 3-4 jours ensemble. Et quand vous êtes proche aussi des gens, ça vous marque beaucoup. Et là, ce jour-là, il y a une petite anecdote quand même, parce que je rentre dans le motorhome, et il y a Gérard Larousse qui était le directeur de l'équipe à l'époque. Et j'étais effondré, quoi, bien sûr. Et il me dit, tu devrais remonter dans la voiture le plus vite possible. J'ai dit, écoute, laisse-moi 10 minutes seul. Et puis j'étais prêt à arrêter. Hein. J'étais prêt à arrêter la F1. Parce que il y a eu l'accident de Riccardo Paletti aussi quelques semaines avant au Canada. Et quand il est revenu, je dis, écoute, c'est très simple. Cette phrase, enfin, je veux dire, tout le monde devrait la connaître pour la comprendre. Parce que j'ai dit, à partir de maintenant, dans des conditions comme celle-là, je te le dis, c'est moi qui prendrai la décision. Si je vais, si j'y vais pas, etc. Si vous êtes d'accord avec ça, je remonte dans la voiture tout de suite. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, tu vois, je prends mon sac et je rentre à la maison. Et il m'a dit, OK, problème. Et là, j'ai changé complètement de philosophie par rapport à la pluie. Voilà. Parce que les risques inhérents qu'on prend à la course automobile, bon, je veux bien les prendre. Les risques que vous ne pouvez pas dominer, c'est quoi? C'est la casse mécanique, bien entendu, perdre un aileron, on joue un peu avec ça. Par contre, les risques sur l'aquaplaning ou le manque de visibilité où vous restez à fond à 300 à l'heure alors que vous ne voyez même pas devant, vous regardez sur le côté, vous écoutez le bruit du moteur devant quand le gars freine. Bon, je dis à un moment, est-ce que j'ai envie de faire ça, quoi, voilà, et je peux ne pas le faire si j'ai pas envie. C'est pour ça que j'ai arrêté une course en Angleterre dans ces conditions-là. J'ai pas pris le départ de la course en 89 à Adélaïde, alors que tout le monde s'est craché, ils ont arrêté la course. Voilà, bon, c'était un peu un déclic. Après, pour finir quand même sur les accidents, j'ai eu des choses incroyables parce que avec Gilles Villeneuve, on était aussi très proches. On était proches à l'époque. On était vraiment très proches, tous les pilotes. Et le pire, c'est Elio De Angelis, enfin un des pires, parce que je l'ai vu mourir, j'ai pas pu l'empêcher de mourir, quoi. La voiture était retournée au Castellet, et il était avec son poids, je pouvais pas enlever les ceintures de sécurité, la voiture était en train de se consumer. C'était impossible, quoi. Il faisait 1000 degrés, j'arrivais pas, et ça, ça a été un choc pendant des années. Ouais. Ça hante longtemps, ce genre d'image? Pardon? Ça hante longtemps, ce genre d'image? Toujours, parce que après, il y a des images plus fortes que d'autres, bien entendu, mais c'est parce que c'est la globalité déjà de l'époque, avec tous les gens qu'on a perdu, la sécurité qui n'existait pas. Hein. Après, ça a toujours eu le mérite de servir à quelque chose. Le soir même de l'accident d'Elio, je suis parti à Londres. On avait une réunion avec Max Mosley et Bernie Ecclestone. À partir de ce moment-là, il y a eu un minimum de sécurité pour les essais privés. C'est-à-dire qu'il y avait au moins des commissaires, des extincteurs, un hélicoptère pour pouvoir... Et après, ça a été plus vite avec l'aide de Gérard Saillant, après l'accident de Philippe Streff en 89 au Brésil, où il y a eu ce qu'on appelle un petit hôpital de campagne, quoi, qui a commencé comme ça, puis maintenant, on est quand même, la F1 est hyper bien équipée. Juste un mot sur votre plus belle course. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut dire que c'est le Grand Prix du Mexique en 90 ? Oui. Pour nous, quand on parle de remontada, on pense au match du PSG, mais la remontada, c'est pas celle-ci, c'est la vôtre, la vraie remontada. Vous partez 14e, vous gagnez le Grand Prix. Quand vous montez dans la voiture et que vous êtes 14e, est-ce que vous vous dites, je vais quand même le gagner? Non, la veille, bon, il faut expliquer, la veille, bon, c'est les qualifs, et à l'époque, on a ce qu'on appelle les pneus de qualification. Donc on a 4 trains de pneus, et je vois tout de suite, ça c'est avec mon style de pilotage, j'avais souvent un peu du mal à utiliser les pneus de qualif. Il faut les faire chauffer d'une certaine manière. Et j'ai un pilotage assez doux, donc je vois que je peux pas, ça marche pas bien. Et je dis à l'équipe, parce que là, vous me posez la question au début, à l'époque, c'est moi qui prenais toutes les décisions. Hein. Donc je dis à l'équipe, je vais me qualifier en pneus de course. Et comme ça, je vais profiter pour les réglages de la course demain, parce que sinon, en pneus de qualif, vous changez les réglages, enfin, vous revenez après, vous mettez l'essence. Enfin, bon. Et puis bon, je me suis dit, je vais faire 4e, 5e en qualif, en pneus de course. Et je me retrouve 13e. Ah, 13e, c'est quand même un peu... Et puis au départ, d'ailleurs, j'étais 14e au premier tour. Mais le soir même, tous les ingénieurs faisaient vraiment la tronche. Non. J'ai pris le papier où il y avait les classements, je dis, je vous garantis, j'avais écrit,
je vous garantis que demain, sans accident au départ, parce qu'on ne sait jamais, je gagnerai la course. Je gagnerai cette course, vous allez voir. Et c'est pour ça que c'est la plus belle, parce qu'elle a été presque annoncée, programmée. Et j'ai doublé, et c'est la première fois, je crois, dans l'histoire d'être aussi loin. J'ai doublé, je suis parti donc 14e au premier tour, j'ai doublé les 13 voitures devant moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'abandon. Il y a eu des abandons après, mais jusqu'à ce que je sois premier, j'ai doublé toutes les voitures. Et bon, c'est Mansell, Patrese, Senna, enfin, je veux dire, c'est pas des rigolos, quoi. Bravo. Merci. Le oui ou non? Le oui-non d'Alain Prost, c'est un oui-non Tour de France parce que vous adorez le cyclisme. Ouais. Je vous pose des questions, vous répondez oui, non, et si vous savez, vous en savez beaucoup plus sur la réponse, vous n'hésitez surtout pas. Vous connaissez l'année de la création du Tour de France? Oh, 30, dans les années 30, non 35, non 1903. 1903, oui. Et le Tour de France féminin, est-ce que vous connaissez l'année de sa première édition? À peu près, hein. À peu près, je prends dans les années... moi, je prends une quinzaine d'années, à peu près, non? Alors là, vous parlez de la version ASO. La version ASO, c'est 2022. Mais la première édition du Tour de France, avec seulement 5 étapes, pour les femmes, c'est 1955. Alors ça... C'est pas si récent que ça. C'était pas très médiatisé, je crois. Et non, hélas, c'est beaucoup plus la c'est nouvelle l'année de ma naissance. Donc... Lorsqu'un coureur remporte une étape, il reçoit une peluche. Est-ce que c'est un écureuil? Oui, enfin, non, c'était pas une peluche, ça c'est sûr. Oui. Ah, c'était la peluche du sponsor, je crois. Oui, voilà. Donc, est-ce que c'est un écureuil ou pas? Je pense pas que ce soit un écureuil. Non, c'est un petit... C'est un petit lion. Oui, c'est pas la même banque. C'est un petit lion. Un lion, oui, voilà. Ouais. Le maillot blanc est porté par le senior du Tour de France? Non, c'est le meilleur jeune. Voilà, bravo. C'est le meilleur jeune, moins de 25 ans minimum. Le coureur le plus titré du Tour de France, c'est un Français, c'est Bernard Hinault. Oui ou non? Il y avait Armstrong, mais il a été déchu. Pas lui. Voilà. Oui, il est toujours dans... Eh ben non, c'est un Belge. C'est Eddy. Eh oui, c'est Eddy Merckx. Mais c'est pas facile maintenant de savoir... Effectivement, mais c'est très peu, parce qu'Eddy Merckx, c'est 5 victoires en 7 participations. Et Bernard, c'est 5 victoires en 8 participations. Donc là, c'était vraiment pas facile. On reste avec Eddy Merckx. Est-ce qu'il a perdu le record du nombre d'étapes gagnées en 2024? Oui, par Cavendish. Bravo, bravo. D'une petite victoire, il en a 35 maintenant. El Pistolero, c'est le surnom de Miguel Indurain? Comment? Pardon? El Pistolero, je parle pas très bien. Non, Pistolero, c'est Contador. Exactement, et c'est sa célébration lorsqu'il rencontre, il gagne une étape. Est-ce que les coureurs du Tour de France dépassent les 3000 km en 21 étapes? 21, oui, enfin je pense. Eh ben oui, et ils en font plus de 3500, c'est monstrueux. Le biscuit spécial Alain Prost. Est-ce que vous connaissez ce petit jeu? Ah non, pas du tout. Vous ne connaissez pas? Je ne suis pas du tout jeu, je suis pas du tout. Celui-là, c'est pour vous, c'est un incontournable. Le quiz Formule 1, est-ce qu'on le voit bien là si je fais comme ça? Alors vous avez un dé, vous le jetez, vous tombez sur une couleur, la couleur correspond à une étape et il y a 6 étapes. On a As du volant, petites et grandes histoires, record, secret de stand, insolite et drapeau noir. Évidemment... Il y a des questions sur Alain Prost à l'intérieur. Comme c'est étonnant. Est-ce que vous allez savoir pourquoi Alain Prost n'a-t-il pas pris le départ du Grand Prix de Saint-Marin en 1991? Est-ce que vous avez la réponse? Ah oui, j'ai la réponse. Allez-y, donnez-la, vous allez gagner un point. Et puis c'est très sympa, cette anecdote. En réalité, il avait plu. On faisait le tour de chauffe. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était la deuxième année des vitesses au volant, vitesses automatiques. On n'avait pas l'anticalage comme il y a actuellement. Et je suis descendu pour arriver à, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, Cominerat, je crois, et il y avait une énorme rigole d'eau. Oui. Hein, et quand je suis passé sur la rigole, boum, le moteur a calé. Voilà. Et donc je suis parti en tête à queue dans l'herbe, et bien entendu, une fois le moteur calé, on ne pouvait pas redémarrer. J'étais pas le seul d'ailleurs, on était plusieurs, mais j'étais le seul qui est resté. Et alors honnêtement, ce jour-là, à Imola, avec la Ferrari calée au tour de chauffe, ça a été vraiment très très dur. C'est des moments de solitude incroyables. Bon, désolé pour la question, mais ça me met un point. Bravo. Allez, restez avec nous. La suite de ce salon VIP exceptionnel avec Alain Prost. Restez avec nous.
C'est la suite de ce salon VIP exceptionnel avec Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1. Avant de continuer de parler de vous et de votre carrière, Alain, je voulais vous présenter les livres et notamment les 25 duels de légende de Thibaut Jardin, comment les rivalités forgent les plus grands champions. Alors, imaginez ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Messi, Ronaldo, Federer, Nadal et... Ah oui. Ouais. Alain Prost, Ayrton Senna. C'est normal. Voilà, ennemi puis ami intime. Ouais. Okay. Vous lirez la petite partie et j'espère que vous apprécierez. Vous lisez tout ce qui se dit sur cette rivalité? Non. De moins en moins, mais il y en a. Enfin, c'est tous les jours. Hein. Ah oui, c'est tout le temps. Avec les réseaux sociaux, donc j'aime pas les comment dirais-je, j'aime pas les mensonges ou les choses inventées. Voilà. Mais c'est une histoire fabuleuse, mais qui est difficile de faire comprendre vraiment au fond des choses. Quoi. Il y a beaucoup de sensibilité, de Exactement, subtilité. beaucoup de sensibilité. Légende Panini, ça va vous plaire aussi, toutes les vignettes des 85 héros du football mondial. On a du Pelé, on a du Maradona, évidemment, Zidane, et puis même des femmes avec Alexia Putellas ou encore Wendy Renard. Voilà, ça ce sont pour les amoureux. Petite question, Panini. qui est pour vous le plus grand joueur de tous les temps de foot? Pour moi, je mettrais Michel Platini. Ok. Et éventuellement Pelé, parce que à l'époque, quand même, je sais pas, c'était une telle icône incroyable. Ouais. Derby, les 35 chocs qui secouent le foot européen avec la préface de Grégoire Margoton. On voyage en Grande-Bretagne, en Espagne ou encore en France. Meilleur derby pour vous, j'imagine que c'est le Saint-Étienne-Lyon. C'est quoi le derby? Ah oui, à Saint-Étienne-Lyon. Ouais. Bien sûr. Et puis 3 livres dans la collection Je deviens. Je deviens runner. C'est vous. Je deviens motard ou je deviens Vinelifer. Je crois que c'est pour vous ça. Vous adorez. Oui, vous avez envie de vous mettre au van. Je vais revenir sur le côté motard. Là-dedans, on a évidemment les meilleurs conseils pour débuter, pour s'équiper. Ça vous aurait plu de faire de la moto GP? Alors moi, j'adore la moto, j'en ai fait beaucoup d'enduro, etc. Et je suis pas très bon sur 2 roues. Ah. Et j'ai essayé d'ailleurs une moto GP quand j'étais chez Honda, c'était la moto je crois c'était Spencer, enfin les 2 pilotes de l'époque. C'était absolument incroyable, mais je pense, 2 roues, je suis moins bon que 4 roues, c'est évident. Alain, récemment, vous vous êtes dévoilé comme jamais à travers la série documentaire diffusée sur Canal+. Pour le plus grand plaisir de vos fans, de ceux qui vous ont découvert, qui vous découvrent encore. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à vous dévoiler comme ça? Parce que c'est quand même assez rare de votre part. Alors, j'ai pas eu l'impression de me dévoiler d'une manière absolument ou impudique ou non, c'est pas impudique, voilà. Mais on a quand même votre maman qui parle. Oui, non, ça fait longtemps. Il y a des membres de votre famille, voilà. On a des photos de votre frère. Enfin, alors la base, c'est que c'est vrai qu'à un moment, toute ma carrière et fin de carrière, et puis j'ai arrêté en 93. Ayrton Senna est mort en 94, donc ça fait quand même 30 ans. Et depuis 30 ans, c'est une belle histoire, c'est magique, mais c'est Prost-Senna, Senna-Prost. Voilà. Et on parle que de ça. Pratiquement que de ça. On a l'impression que toute ma vie et ma carrière, c'est autour de ça. Donc, et puis, en réalité, la période de laquelle je suis le plus fier, c'est un peu ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment le début. Voilà. Plus que mes titres, plus que mes courses, mes victoires, etc. Et donc j'avais envie de montrer un peu le parcours. Et c'est sûr que quand on est en activité, moi il y a eu quand même pas mal de problèmes, hein, parce qu'avec mon frère, les 2 maladies de mon frère, pendant que, là aussi on en parlait tout à l'heure, pendant qu'il y avait des accidents mortels, réguliers, etc., la rivalité avec Senna, c'était compliqué. Et c'est bien entendu pas à ce moment-là qu'on a envie de parler de son enfance ou de ce qui se passait. Il y a aussi beaucoup de pudeur, parce que c'est l'éducation, l'éducation de ma grand-mère notamment. Donc, j'ai toujours séparé les choses, le côté privé, le côté, la course. Donc c'était l'occasion pour moi de montrer quelque chose d'un peu différent, et que les gens puissent comprendre aussi un petit peu l'homme derrière le pilote. L'homme, le parcours, les vocations, si ça peut même être un peu utile à des jeunes qui
c'est dire, tiens, en fin de compte, on peut aussi faire des choses sans que ce soit programmé, ou bien téléphoner. C'est vrai qu'aujourd'hui, les générations sont différentes. Là, on parle des années, enfin, moi j'avais 14-15 ans. J'ai commencé le karting à 15 ans, grosso modo. Donc, aujourd'hui, à 15 ans, regardez, Max Verstappen gagne son premier Grand Prix à 17. Les parents mettent les enfants à 4 ans, 5 ans au karting. Voilà, donc c'est une génération différente. Alain, est-ce que vous avez eu l'impression d'être incompris pendant une période de votre carrière? Ah oui, certainement. Enfin, ou incompris, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'adéquation qui ne s'est pas faite, quoi. Mais il y a eu des événements et puis des... j'ai jamais trop compris pourquoi, voilà. Mais... Alors c'est vrai qu'à l'époque, les générations, c'était qui? C'était Platini, Hinault, Noah, Tabarly, Jean-Pierre Rive, enfin tous ces gens-là. En fin de compte, on se voyait, mais tout le monde avait un peu des problèmes. On a l'impression que même à l'époque, quand on était un peu au top, quoi, enfin, et surtout des vainqueurs, on avait toujours un problème quelque part. Donc, quel type de problème? Je sais pas, on dit toujours qu'en France, on n'aime pas les vainqueurs, on n'aime pas les gagnants, ou il faut que... Et ça a toujours été toujours un petit peu comme ça. Après, il y a eu des petits événements. Je parlais du Grand Prix de France en 82, une prise de position quand j'étais chez Renault, un peu politique, j'appelle pas ça politique, on peut donner aussi son avis quand même, voilà, ou en tout cas son sentiment. Et il y a toujours eu des choses, et c'est pour ça que on dit souvent que la France c'est du 50-50, mais malheureusement c'était vrai, quoi. Voilà, mais c'était un peu exacerbé, même à l'époque de la lutte avec Senna. Moi, souvent je disais aux gens, mais que vous soyez fan de Senna, je le comprends. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de me détester, voilà. Et c'est souvent un peu ça. Mais en France, j'ai quand même eu pas mal de problèmes, ça c'est sûr. Ouais. Cette rivalité, elle a été pour vous bénéfique ou toxique? Alors, on ne peut pas parler de... Enfin, toxique, elle a été dure, elle m'a fait du mal, elle a été perturbante sur le plan humain, perturbante même au niveau familial, parce que c'est pas toujours évident quand même, hein, pour les enfants, etc. Maintenant, c'est une belle histoire, et ça a permis aussi un petit peu de la raconter d'une manière différente. C'est pour ça que autant le documentaire que la série sur Netflix me convient pas, elle convient pas aux vrais connaisseurs de ce qui s'est passé à l'époque. Voilà. Parce qu'on a envie de raconter vraiment une belle histoire. Pas parce que vous avez un problème avec quelqu'un à un moment, pour des raisons d'ailleurs souvent qui sont extra-sportives, et aussi peut-être de temps en temps un peu commandées par des gens à côté de l'entourage, parce que ça, on va dire que ça fait vendre entre guillemets. Mais si on prend l'histoire dans la durée, dans la longueur, jusqu'à la fin, c'est une très belle histoire. Donc, qu'est-ce que aurait été mon histoire sans Ayrton, par exemple? C'est difficile à savoir. Mais la sienne aussi. Hein? La sienne aussi, du coup. Oui, bien sûr. Voilà. Je crois qu'il y a des gens maintenant qui comprennent même... Vous savez, j'ai Instagram, je n'utilise pas énormément, mais quand même, ma plus grande communauté, c'est les Brésiliens. Ce qui est assez étonnant. Ce qui est assez étonnant. Bon, le Brésil est plus grand que la France, donc oui. D'accord, mais quand même. Et je communique presque plus avec des Brésiliens qu'avec des Français, parce que au fil du temps, on voit qu'il y a une certaine évolution, les gens comprennent un petit peu. On sait aussi quand on leur raconte des conneries, ça, je trouve ça bien, parce qu'ils commencent aussi à comprendre un petit peu. Mais c'est 30 ans. C'est pas rien, quoi. C'est 30 ans après, on est toujours en train de vivre un peu cette histoire, comme si c'était dans les années où on a couru ensemble, les années 2000, quoi. Récemment, vous avez exprimé votre mécontentement par rapport à cette série fiction sur la vie de Senna, qui s'appelle Senna et qui est sur Netflix. Nouvelle vague de haters sur les réseaux, mais vous êtes un peu le précurseur, parce que vous l'avez toujours eu, finalement, ça, même avant les réseaux, finalement. Il y a une grande différence, c'est aussi de toujours fermer sa bouche, et puis de dire aussi ce qu'on pense. Moi, je veux dire, aujourd'hui, j'ai pas de raison à ne pas dire ce que je pense. Dans le premier documentaire de Senna, avec un réalisateur, moi j'ai passé 8 heures, j'ai fait 8 heures de rush. 8 heures, c'est énorme, quand même, pour raconter vraiment tout en détail. Ils ont changé au milieu, même les interviews de Bernie Ecclestone, de Ron Dennis, tout ça ont été modifiés.
le passage où quand Ayrton, juste avant de mourir la veille, me dit « Alain, tu manques, etc. Ouais. » On nous dit en conférence de presse que ça c'est du fait, que ça a été inventé par TF1. Bon, il y a un moment, il ne faut pas déconner quand même. On ne peut pas refaire l'histoire et on ne peut pas refaire une belle histoire uniquement parce que c'est du commercial sur le nom de quelqu'un qui est mort. Et ça, je ne l'accepte pas, autant pour l'un que pour l'autre. D'ailleurs, j'ai eu un ex-pilote, je peux dire son nom, parce qu'il m'a dit Gerhard Berger, qui est enfin, il a un rôle, enfin, bien sûr indirect dans la dernière, il est foudrage, parce qu'on lui fait dire des choses qui ne sont absolument pas vraies. Et il y a beaucoup de gens très mécontents dans le milieu de la F1, parce que c'est pas bien de changer certaines histoires qui font partie de l'histoire de la F1, pas uniquement d'Ayrton. Ça, c'est pas bien. Est-ce que vous échangeriez cette rivalité que vous avez eue contre 1, 2, 3 titres de champion du monde en plus? Pour rien. Non, pour rien. Je préfère avoir souffert, mais non, pour rien, ça c'est sûr. Non, un titre de plus ou quelques courses de plus, non, ça change rien dans ma vie. Vous êtes le seul Français à avoir été champion du monde, et encore plus 4 fois. Comment vous l'expliquez? Alors, ça s'explique pas facilement ou pas précisément, ça c'est sûr. Est-ce que ça veut dire qu'on manque d'un grand talent en France? Il n'y a pas que le talent. Non, il n'y a pas que le talent. Il y a une sorte d'implication, de relation. Quand je suis arrivé, par exemple, la première année chez McLaren, c'était pas McLaren aujourd'hui, à l'époque. Et alors, au début, ils m'appelaient le Frenchie, et après, ils m'ont appelé, d'ailleurs, vous voyez sur les photos, sur la voiture, c'est marqué Tadpole. Tadpole, c'est le tétard, c'est-à-dire c'est le petit français. Parce qu'ils ne voulaient pas m'appeler français. Ils m'ont toujours dit, mais ce qui est bien chez toi, c'est que t'es pas, ouais, mais c'est que t'es pas français. Il faut savoir quand même qu'il y a, entre la France et l'Angleterre, c'est pas non plus, le grand amour. Mais c'est des gens très pragmatiques. Donc ils prennent, s'il y a du talent, et on le voit qu'il y a énormément de Français qui travaillent dans l'équipe anglaise. Individuellement, on est super bon. Quand on est ensemble, en synergie, on n'est pas super bon. Parce que c'est toujours la peau de banane au milieu du truc, c'est souvent comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que dans les équipes vraiment françaises, c'est pas évident. Après, pour le pilote, il faut qu'il soit intégré dans une équipe anglaise, il faut qu'il fasse l'effort de bien parler anglais, il faut qu'il soit très professionnel, il faut qu'il soit un peu le catalyseur de l'équipe. Tout ça, ça fait beaucoup en même temps, et qu'il soit reconnu comme ça. J'en ai vu beaucoup passer depuis plus de 30 ans. Et souvent, c'est marrant, parce qu'il y a toujours un truc qui manque, voilà. Et ça peut être juste la rapidité, ça peut être mais c'est... Alors, là, aujourd'hui, on a 3 pilotes français en F1. Ils ont déjà pas mal d'expérience. Enfin, les 2 qui ont beaucoup d'expérience. Un très jeune Adjar qui arrive, que je ne connais pas. D'ailleurs, c'est un des seuls pilotes que je n'ai jamais même rencontré, ce qui est très, très rare. Alors, je l'écoute souvent, parce que quand on voit les courses de F2 et tout ça, il y a beaucoup de... il a l'air complètement passionné, il dit des trucs dans la radio, donc c'est des caractères. Et ça peut plaire peut-être. Ça peut peut-être plaire à des Anglais, un peu le style Max Verstappen, qui vraiment est un peu brut de fonderie, mais quand même, les Anglais aiment ça. Alors, je n'ai pas de réponse précise, mais c'est vrai qu'il manque toujours un petit peu quelque chose. Après, il y a une part d'opportunité, on appelle ça de chance ou de circonstances favorables, qui font qu'à un moment, vous aurez la possibilité d'aller dans une top équipe. Et ça peut... moi, j'ai eu la chance de le faire, mais vous savez, des moments, ça passe à rien du tout pour se retrouver sur le carreau. Donc, il faut toujours espérer. J'espère aujourd'hui qu'on verra un pilote français se battre pour le championnat du monde très tôt. J'aimerais bien quand même le voir. Vous n'avez pas l'ego de vous dire je veux rester le seul non, parce que non, mais sincèrement, quand vous êtes en activité ou que vous arrêtez juste après, par exemple, quand j'avais le record de victoire, puisque j'avais tous les records à un moment, à part le nombre de titres, c'était Fangio qui était là. Alors tout le monde me disait pourquoi tu vas pas chercher Fangio, ça n'a jamais été mon but, ça n'a jamais été mon goal. Et puis bon, avec les 51 victoires, quand Michael est arrivé, je voyais qu'il arrivait.
La première fois, ça fait un peu mal, quoi. Non, mais c'est normal, parce que déjà, on ne fait pas la même chose, la fiabilité des voitures. Ça, et puis après, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est normal, il faut... on a battu les records des autres, donc c'est normal que les records... Non, c'est pas un problème. À jamais le premier, comme l'OM. Oui, exactement. Voilà. Est-ce une nouvelle saison déjà acquise à Max Verstappen et Red Bull? Vous pensez... Cette année? Ouais. Ah non, moi je pense que ça va être très serré cette année. Avec qui? Moi je pense qu'on va entre McLaren, peut-être Red Bull, enfin Red Bull et Verstappen, parce que c'est quand même il est quand même redoutable. Sur une saison, il peut être très régulier. Et puis les Ferrari, je pense. Moi, je pense. Vous pensez que Lewis Hamilton peut... Moi, ça va dépendre beaucoup du début de saison, on va dire les 4 premières courses. Ce qui est pas normal aujourd'hui en F1, c'est qu'il n'y ait pas d'essai privé. Et quand un pilote comme lui, comme Carlos, qui va chez Williams, change d'équipe, c'est vrai que c'est vraiment un handicap de faire une demi-journée d'essai, quoi, grosso modo, en hiver. C'est quand même un peu ridicule, en fait. La F1, ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas être uniquement le simulateur et les outils de simulation. Donc c'est un petit handicap, mais on verra comment il est dans les premiers Grands Prix. Et s'il est bien au bout de 4 Grands Prix, tout est possible. Donc, pour une surprise, un pilote surprise qui pourrait être champion du monde cette saison, vous miseriez sur qui? Alors, pour moi, la surprise, ce serait Hamilton, parce que malgré tout, sur la première année chez Ferrari, avec Charles en plus, qui est quand même... Ça, ce serait vraiment une surprise. Ah non, il n'est pas là pour Non, et puis Charles est très bon et très rapide. Et l'autre surprise, ça pourrait être même Antonelli, par exemple, parce que... des très jeunes pilotes avec Mercedes. Mercedes, je les vois bien. C'est l'impression qu'on ne sait pas très bien. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été vraiment au top, jouer un peu plus les autres équipes. McLaren, quand même, il faut voir aussi en configuration course. Moi, je pense qu'ils sont encore un tout petit peu au-dessus du lot. Ouais. Ça ne vous démange pas de reprendre une écurie? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, parce que je l'ai fait et de toute façon, c'est passé, c'est trop tard. Le monde de la F1 a quand même changé un petit peu. On va dire que ma valeur ajoutée aujourd'hui serait moindre qu'il y a quelques années. Parce qu'on est un peu plus dans le marketing, dans le business que dans le sport. Et puis bon, quand on a fait une chose, il y a plein d'autres choses à faire à chaque période de sa vie. Donc non, pas du tout. Si jamais votre voiture elle tombe en panne, vous êtes capable aujourd'hui de tout réparer tout seul? Pas du tout, parce que de toute façon, il n'y a que de l'électronique et il n'y a même plus beaucoup de garagistes qui sont capables de réparer. Non, pas du tout. Les dossiers de Clara. Alain, c'est au cours de vacances familiales sur la Côte d'Azur que naît la passion de la Formule 1. Vous assistez à un Grand Prix, celui de Monaco. Vous êtes fasciné par ce spectacle. 14 ans plus tard, vous gagnez ce Grand Prix. En attendant, vous achetez votre premier carte d'occasion, vous apprenez la mécanique, vous progressez dans la difficulté, vous sympathisez avec la victoire. En 1975, vous êtes secrétaire à l'armée en Allemagne et qualifié pour une compétition très importante. Vous signez votre permission, hors de question de rater votre destinée. Pour être un immense champion, il ne faut rien laisser au hasard. Vous avez gardé ces habitudes maintenant avec le vélo, votre meilleur ami. Vous en avez quelques-uns et vous les aimez comme s'ils étaient des membres de votre famille. Vous les nettoyez avant et après une sortie. Vos tenues sont assorties, du casque aux chaussures, tout est parfait. Et avec du Rapha, si possible, la marque référence des cyclistes. Vous emmenez vos vélos partout avec vous. Si c'est loin, le vélo voyage aussi. Il vous est arrivé de le retrouver avec une pièce cassée. Et là, vous êtes au bord des larmes. Les vacances sont foutues si vous n'avez pas ma fille, votre vélo. C'est ma fille qui raconte. Vous faites quelques infidélités avec le ski. Mais c'est moins agréable pour vous. Impossible de monter dans une télécabine. Vous avez la trouille que ça s'arrête. Oui, je parle bien de vous qui avez pris tant de risques sur les circuits. Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre le télésiège avec Jean-Jacques Lafont, le géant de papier, votre chanson préférée dans les oreilles? Peut-être que ça pourrait vous déstresser, non? Je vois de qui ça vient. Avec une petite berceuse comme ça, normalement ça passe. Hein. Ça passe. Fais gaffe quand même, c'est la phrase que vous répétez à tout le monde et à vous depuis toujours. Vous faites gaffe au poids. Vous avez quelques tips pour rester fit. Chocolat noir avec un maximum de cacao sur une balance ultra connectée. Vous êtes celui qui a le moins de gras dans le corps. Alors moi, c'est hors de question que je joue ça avec vous. Non, Claire, moi non plus. Moi non plus, mais ça veut dire qu'on a on a le droit à combien de carrés de chocolat? C'est combien de carrés de chocolat s'il est vraiment pur chocolat?
Bah, tout dépend. Moi, si j'ai fait 3 heures de vélo, je pourrais en prendre un peu plus, quoi. Voilà. Ah ouais. Mais de 3-4 carrés. Oui, non, c'est la tablette avec des noisettes. C'est pas possible. Ce qui est fort, Alain, c'est que vous gérez tout ce que vous mangez sans cuisiner. Vous êtes la personne à qui on ne peut pas dire va te faire cuire un œuf. Ça ne vous est jamais arrivé. Ça, c'est pas vrai. On termine avec une autre de vos phrases fétiches. En chahutant, on ne perd jamais son temps. Ben, je vous ai un peu chahuté. On n'a pas perdu notre temps parce qu'on a appris 2-3 trucs sur vous. Ah ouais, des choses qu'on ne savait pas. Cette dernière phrase, c'est la phrase que me disait ma grand-mère. Voilà. En chahutant, on perd jamais son temps. On va dire que, enfin, je sais pas comment, vous voyez comment on peut la traduire. C'est-à-dire quand on s'amuse. On s'amuse et tout ça, on peut aussi se faire mal. On peut, enfin, voilà. Et bon, moi, c'est une phrase culte pour moi, et je sais qu'elle fait rire beaucoup de gens de ma famille. Voilà. Le temps passe vite avec vous, Alain. J'ai parlé de vos 4 titres de champion du monde de Formule 1, 85, 86, 89, 93. Est-ce qu'il en manque pas un ? Est-ce que vous n'auriez pas dû finalement en avoir un 5e en 83 ? Et si j'avais une baguette magique et on pouvait changer quelque chose dans votre carrière, est-ce que c'est ça que vous changeriez ? Alors ça a été, enfin oui, parce que ça aurait été champion du monde avec une voiture 100% française. Oui, c'est Nelson Piquet qui est champion cette année-là. Pardon ? C'est ça, c'est Nelson Piquet qui est champion cette année. C'est Piquet qui est champion avec la Brabham BMW. L'essence de la Brabham, elle est connue pour être hors réglementaire. Ouais. Tout le monde le sait, elle a même été analysée. Ouais. Mais à l'époque, par exemple aujourd'hui, ça ne pourrait pas arriver parce que les échantillons sont toujours prélevés par la FIA qui fait les tests. Alors que là, il fallait que le concurrent, c'est-à-dire l'équipe, porte réclamation. Et Renault n'a pas voulu porter réclamation pour ne pas gagner sur le tapis vert contre un autre constructeur. C'était BMW à l'époque. Donc oui, c'est un regret parce que c'est même pas uniquement pour le palmarès, mais d'avoir gagné au moins une fois avec la vraie Renault, parce que c'est châssis et moteur. Ça n'a pas été comme Benetton, Renault à l'époque. Et donc oui, c'était il y a celui-là. Il y a quand ils ont changé de règlement en 88, où on prenait que les meilleurs résultats, où j'ai quand même 12 ou 14 points de plus que Ayrton, mais il gagne parce qu'il a une course en plus, une victoire en plus. Donc moi, il y a eu, en tout cas, il y aurait au moins deux championnats. Deux championnats de plus à mettre. Celui sur le tapis vert, c'était juste une petite réclamation. Ça fait mal au cœur quand même. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé, on en parlait rapidement tout à l'heure, de 2021, quand Max Verstappen remporte son premier titre de champion du monde, cette course qui a été tellement discutée, on l'a regardée avec Clara. Alors elle est fan de Max Verstappen, donc évidemment qu'il n'y a pas eu de polémique de ce côté-là. Ça m'a mis en joie. Moi, il y a eu un peu plus de polémique de mon côté, je trouvais ça très injuste. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, sur le plan, juste une petite anecdote quand même, c'est que moi j'étais un peu en activité à l'époque, et il y avait vraiment, mais depuis plusieurs courses, une sorte de pression sur Michael Masi, qui était le directeur de course, en disant « Michael, on ne veut plus terminer une course sous le drapeau rouge, c'est-à-dire derrière le safety car ». Et c'était incroyable, et surtout d'ailleurs Toto qui était un des plus fervents là-dessus. Bon, ça c'est la petite anecdote, mais il faut le savoir. Et pendant la course, nous on écoute de temps en temps les messages, on peut écouter les messages entre les équipes. Et ce qui est sûr, c'est que sur le plan réglementaire, ce qui a été fait, c'est pas juste. C'est pas ok, ouais. C'est pas juste. Donc, surtout que les voitures ont été intercalées entre les unes et les autres, ça c'est sûr que c'était pas juste. Mais cette discussion d'avant-course, etc., il y avait Jonathan Whitley qui était le directeur sportif de Red Bull, et puis un autre disait « Rappelle-toi ce qui a été dit, rappelle-toi ce qui a été dit ». Le pauvre Michael Masi, il savait plus comment faire. Voilà. Mais en tout cas, sur le plan justice, si on peut appeler ça comme ça, c'est sûr que c'était pas normal. Bien qu'ils méritaient tous les deux cette année-là le titre, parce que c'était vraiment serré, mais sur la fin de championnat, Lewis aurait dû gagner. Et ce qui est incroyable, c'est que Lewis, il avait son personnage, son attitude, il a été hyper classe, vraiment hyper classe. Il était sur le podium, il n'a pas dit un mot pendant tout l'hiver. Et je trouve qu'il a changé de personnalité après cet épisode. Ce qui est triste, c'est que, bon, c'était bien pour Max, moi je suis un fan de Max aussi, et c'est dommage, quoi, voilà. Mais ce qui est triste aussi, c'est qu'il dit, bon, maintenant il est égalité au nombre de championnats avec Michael, et que c'est jamais sûr de pouvoir avoir une autre chance
dans la course, dans le sport, d'être le seul à 8. Elle est longue la saison, c'est sûr que c'est un petit peu injuste. Voilà, un petit peu injuste. On verra ce que nous réserve celle qui vient de commencer, victime de la mode. Victime de la mode, tel est son nom de code. Alors depuis le 1er mars, on peut s'offrir la collection Jerchi. C'est la collection qui célèbre et qui valorise les femmes. 3 maillots revisités, inspirés du basket, du foot américain et des sports mécaniques. Vous allez adorer. Je vais vous présenter ces maillots. Ils ont une forme qui est un peu déstructurée ou restructurée. Vous l'appelez comme vous voulez. Tout est blanc en tout cas. On donne libre cours à l'expression. Alors regardez, les pièces, elles sont là. Je vous les montre. Je commence par le basket. Regardez ce maillot de basket bien évasé. On met un petit haut de maillot en dessous, un petit short en jean et on file à la plage. Et ça, c'est le look qu'on adore. Vous parlez de plage très souvent, j'ai l'impression que ça commence à vous manquer. Ouais, ça va vraiment me démanger. Ensuite, on a du foot américain et là, ils ont fait un maillot qui est assez original. Regardez, c'est une robe. Fendue sur les côtés, on met un petit pantalon en dessous, c'est vraiment très c'est satiné, c'est joli, ouais. C'est satiné, c'est joli, blanc. Même sans pantalon, hein. Si vous voulez, pour aller à la plage, évidemment. Et ensuite, on termine, regardez, Alain, vous allez adorer, ça c'est plutôt pour vous. On a le maillot inspiré des sports mécaniques. Qu'est-ce qu'on fait? On chill devant un Grand Prix le dimanche avec, on se met sur le canapé avec le numéro 75. Ou à la plage, On vient dans les paddocks avec vous. Si vous avez une invitation et qu'elle ne sert à personne, alors regardez, on a les baskets aussi qui vont avec, on se fait plaisir, il existe même le bob. Alors faites-vous plaisir, achetez-vous la collection. On est d'accord, vous pouvez débarquer dans n'importe quel Grand Prix sans avoir vos places ou quoi que ce soit si vous arrivez... Moi, j'ai mon passe permanent. Vous avez un passe permanent. C'est un minimum. Ex-champion du monde, mais c'est de plus en plus dur pour Est-ce que le passe permanent donne invite des copines? Et justement, c'est ça le problème, il va falloir que je négocie. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'amis surtout. Merci mille fois Alain d'avoir été avec nous, d'avoir parlé de vos souvenirs. C'était un grand plaisir de vous avoir. Vous revenez quand vous voulez parce que j'ai encore plein de questions. Oui. Et puis vous avez plein d'anecdotes. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir d'avoir été avec vous toute cette semaine sur beIN Sport. On se retrouve avec Clara avec grand plaisir dès la semaine prochaine avec nos invités. On aura l'humoriste Nordine Ganso mardi et le chanteur Ben Mazué mercredi. Bon week-end. Ciao. It's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason.